minutes et on commence. Très bien. Donc, je commence par partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, madame. Est-ce que vous voyez mon écran? non, Non. Ok. Ok. J'essaie de régler ça. Toujours pas d'écran? Ok. Je sais pas. Ça a l'air de fonctionner. Je sais pas pourquoi ça marche pas.
Est-ce que vous n'arrivez toujours pas à voir mon écran? Oui, ben. Oui, ben, parfait, parfait. Donc, on commence. Donc, pour aujourd'hui, on va essayer de traiter les problèmes de surapprentissage, sous-apprentissage et essayer de trouver un moyen de régler le problème de surapprentissage et éventuellement le sous-apprentissage par la méthode de régularisation. Donc, vous vous rappelez, durant notre tout premier cours, on avait un petit peu parlé du surapprentissage, du sous-apprentissage. Donc maintenant, on a un peu plus de bagages mathématiquement pour savoir quand est-ce qu'on a un sous-apprentissage et quand est-ce qu'on a un surapprentissage. Donc en fait, quand est-ce qu'on rencontre un sous-apprentissage? Lorsque notre fonction hypothèse ne se calque pas bien sur nos données. Donc il y a une trop grande erreur. Et on a un surapprentissage lorsque durant l'entraînement, donc notre hypothèse est parfaite, on a une erreur très très petite. Pourquoi? Parce qu'on a créé une fonction hypothèse qui correspond très bien à nos données, mais avec une nouvelle observation, donc on risque de tomber sur une erreur très grande. Pourquoi? Parce que la nouvelle donnée, justement, n'appartient pas du tout à la fonction qui était parfaite pour les données d'apprentissage. Donc, si on voit ça schématiquement, donc voici à quoi ressemble un petit peu le sous-apprentissage et le surapprentissage. Donc, alors, on a trois schémas. À votre avis, quel est le schéma qui correspond au sous-apprentissage? Quel est celui qui correspond au surapprentissage? Et où est une fonction qui est plus ou moins correcte? Donc, dans nos trois schémas, schéma de gauche, schéma du milieu et schéma de droite. Donc, dites-moi s'il vous plaît. Celui de droite, c'est le surapprentissage. Celui de gauche, c'est le Très bien. sous-apprentissage. Et Le au milieu, sous-apprentissage. c'est... Parfait, parfait. Milieu, ça va. On arrive à avoir une fonction qui correspond. Très bien, c'est exactement ça. Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est un surapprentissage et on voit que notre fonction hypothèse correspond exactement à nos données. Là, vous allez me dire comment on a obtenu cette fonction. Nous, on a fait la régression linéaire, la régression logistique, qui est basée justement sur une fonction linéaire à laquelle on ajoute une sigmoïde. Donc, on ne devrait pas avoir une fonction aussi sophistiquée. Et même pour le deuxième schéma. En fait, ce qu'on n'avait pas abordé, c'était la transformation des caractéristiques, la transformation du descripteur d'une donnée, de nos données. On avait parlé de x0, x1, x2, x3, mais sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc x0, alors x0, c'était les 1 qu'on rajoutait, x1, x2, x3, etc. Caractéristique à part. X2, c'est une autre caractéristique à part. Par exemple, on avait vu dans le TP précédent la note, la première note et la deuxième note. Il y a une autre façon de faire pour la régression linéaire en ayant une seule variable, c'est de transformer nos variables. Donc, quand on a une fonction linéaire, donc ce qu'on avait imaginé au tout début de la régression linéaire, c'était d'imaginer donc hθ de x est égal à θ0 plus θ1 fois x. Donc, ax plus by est égal à ax plus b, qui est l'équation d'une ligne, avec une seule variable, donc, qui était notre x. En restant toujours sur une seule variable, on imaginerait un petit peu avoir une fonction un peu plus sophistiquée que celle-ci et qui correspond un peu mieux à nos données. Donc, on voit bien qu'ici, une régression linéaire simple et une ligne simple donc, ne correspond pas à nos données. Donc, on essaiera un petit peu d'imaginer une fonction élevée à une autre puissance, donc soit quadratique, soit polynomiale. Donc, imaginez avec moi que j'ai donc notre tout premier exemple qu'on a utilisé, le salaire, et on veut prédire le prix de la voiture en se basant sur le salaire. Donc, on a imaginé pour la régression linéaire une ligne, donc hθ de x, qui est égale à θ0 plus θ1 fois x. Maintenant, on veut essayer de créer de nouvelles valeurs, mais basées toujours sur ce salaire. Donc, on va essayer d'élever le salaire à la puissance 2. Donc, notre variable x, qui est le salaire, je vais l'élever à la puissance 2. Donc, j'aurai un x1 qui est égal à x et un x2 qui est égal à mon ancien x, le salaire, mais
puissance 2. Et là, donc, notre fonction hypothèse ne va plus être une ligne, mais elle va être une courbe. Et ça, j'imagine que ça, c'est la courbe qui correspond à cette fonction quadratique. Je veux imaginer une fonction encore plus sophistiquée, et cette fonction qui est plus sophistiquée va essayer de se rapprocher encore plus de mes données. Et là, je vais imaginer une fonction polynomiale. Donc, j'utilise mon même x, qui est mon salaire, mais je vais l'élever à la puissance 2 avec un premier paramètre, à la puissance 3 avec un deuxième paramètre, à la puissance 4 avec un troisième paramètre, et ainsi de suite. Je peux avoir autant de polynômes que je veux. Et plus je rajoute des polynômes, plus la fonction et le graphe de ma fonction va être sophistiqué. Et si mon graphe est sophistiqué, j'imagine que ce graphe qui est très sophistiqué va essayer de se rapprocher au plus de mes données. Bien sûr, ça va se faire durant la phase d'apprentissage. Donc, dans notre premier exemple qui était la prédiction du prix de la voiture en fonction du salaire, si j'utilise seulement la caractéristique telle qu'elle, le salaire avec une fonction linéaire, j'aurai un sous-apprentissage, et vous l'avez bien remarqué, ma ligne ne correspond pas bien à mes données. Si j'élève à la puissance 2, si j'utilise une fonction quadratique, j'aurai une fonction qui se rapproche mieux de mes données. Bien sûr, j'aurai toujours des erreurs, mais ça se rapproche mieux. Maintenant, si j'utilise une fonction polynomiale, là, j'aurai une fonction parfaite durant l'apprentissage, et on voit bien que notre fonction passe par tous nos points. Mais notre problème, si j'ai une donnée qui est un peu plus haut, cette fonction ne va pas me donner un bon résultat. Et même si j'ai une fonction, donc ici au milieu, entre ces deux valeurs, je suis en train de dire une fonction, donc je disais, donc si j'ai une nouvelle donnée, une nouvelle observation, qui est un petit peu au milieu de ces deux valeurs, notre fonction ne va pas bien la prédire, parce que je vois bien que ma fonction s'est calquée exactement sur nos anciennes données. Et là, donc, on est sur un problème de surapprentissage, de sous-apprentissage, et au milieu, donc, c'est un apprentissage correct avec une fonction quadratique. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc le sous-apprentissage, le surapprentissage, et généralement, on va souvent parler, si vous vous rappelez, on avait dit durant notre premier cours, on parle de problèmes de généralisation. Et ça, c'est un problème très courant en apprentissage automatique. Comment est-ce qu'on peut imaginer une fonction hypothèse qui soit générale, c'est-à-dire qu'elle correspond à nos données d'apprentissage, mais aussi à nos données qu'on ne connaît pas, que le système n'a pas vu durant l'entraînement, et donc la capacité de notre fonction hypothèse, la capacité de notre modèle de régression, qu'elle soit linéaire ou logistique, à généraliser le problème de classification ou de régression. Donc, comment choisir la bonne fonction? Donc, ici, on s'était dit, je vais changer la variable x. Je vais l'élever à la puissance 2, je vais l'élever à la puissance 3, à la puissance 4. Je crée autant de caractéristiques, de nouvelles caractéristiques que je veux. De telle sorte qu'à chaque fois que j'élève à une certaine puissance, je vais changer l'apparence de ma fonction hypothèse. Mais maintenant, le choix est très grand. Donc, quels sont... Et là, on est juste sur une seule variable. Donc, je suis seulement sur le salaire. Donc, imaginez qu'on a le salaire, les dépenses mensuelles, etc. Donc, toutes les caractéristiques qu'on avait imaginées pour prédire le prix de la voiture. Donc, à chaque caractéristique, je vais imaginer une puissance. Donc, puissance carrée, cubique, etc. Donc, comment imaginer la fonction et comment créer ces nouvelles caractéristiques sans tomber sur le problème de surapprentissage. Donc ça, c'est un problème. Ça, on a vu. Une seconde. Alors, ce que j'avais rajouté ici, c'est que ce problème ne se pose pas seulement sur la régression linéaire, mais aussi sur la régression logistique. Donc, en fait, dans la régression logistique, donc, ça correspond exactement au même schéma de la régression linéaire, sauf que dans la régression logistique, et on l'a vu, on rajoute une fonction sigmoïde, donc une fonction de régression. En fait,
aura exactement le même problème. Donc, si ça, c'est la première classe, ça, c'est la deuxième classe, j'ai deux caractéristiques, donc x1 et x2. Donc, je remplace ça pour avoir une nouvelle fonction. Donc, ici, je pense que je dois rajouter quelques détails sur les fonctions. Mais bon, l'idée générale, c'est que je peux tomber sur ce problème de sous-apprentissage et de surapprentissage aussi pour la régression. Donc, j'imagine de nouvelles, j'élève donc mes caractéristiques à une puissance et j'ai une nouvelle fonction et cette fonction doit séparer mes données. Donc, si j'ai seulement une ligne, plan, hyperplan, je sépare mes données, mais pas d'une façon optimale. Si j'élève ça à une certaine puissance, donc je change mes variables, donc je crée de nouvelles variables et je crée des fonctions quadratiques, j'aurai quelque chose qui ressemblerait à ceci pour la classification, pour la régression logistique. Et si j'utilise un polynôme, toujours pour la régression logistique, donc en fait, on a juste rajouté la fonction logistique ici. Donc on aura une fonction qui sépare beaucoup mieux les données d'apprentissage, mais qui aura fait un surapprentissage, donc un manque de capacité de généralisation. Donc voilà, exactement la même chose, sous-apprentissage, surapprentissage et problème de généralisation. Donc, comment reconnaître et régler ce surapprentissage? L'une des méthodes pour déjà reconnaître s'il y a surapprentissage ou pas, donc c'est dessiner notre graphe d'hypothèse et voir est-ce que notre graphe d'hypothèse sépare bien nos données. Bien sûr, ça c'est possible lorsque j'ai seulement deux caractéristiques, mais si donc, je commence à avoir plus de caractéristiques, là, on sait que c'est impossible de visualiser. Donc ça, c'est une première solution. On peut aussi détecter un surapprentissage lorsqu'on voit une grande différence entre la précision de notre régression linéaire ou logistique, donc une grande différence entre le coût, entre apprentissage et prédiction. Donc là, je peux détecter qu'il y a un surapprentissage. Comment résoudre ça maintenant? Donc, je peux imaginer que je vais essayer de choisir manuellement les caractéristiques. Donc, quelles sont les caractéristiques qui représentent au mieux nos données et qu'on peut utiliser, qu'on peut changer en élevant à une puissance donnée pour avoir donc une nouvelle fonction hypothèse. Ou bien sélectionner des caractéristiques automatiquement. Donc, on a plusieurs algorithmes de détection automatique. Je pense que vous avez déjà vu ou vous allez voir, et en tout cas, on va le revoir ensemble, des algorithmes tels que l'analyse en composantes principales. Donc, je vais extraire seulement un certain ensemble de caractéristiques qui va mieux représenter. Mais ça, bien sûr, on va le voir plus tard dans le semestre. Ou bien on peut faire model selection. On appelle ça souvent donc, le choix du meilleur modèle, donc à partir de plusieurs modèles. Ça aussi, on le verra plus tard dans ce semestre. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à une autre idée qui est le principe de la régularisation. Donc, on peut régler un surapprentissage en gardant toutes nos caractéristiques originales, mais en essayant de manipuler les poids de ces paramètres. Donc, quels sont les paramètres qui vont le plus contribuer à la fonction hypothèse? Et donc, c'est ce qu'on appelle la régression. Donc, imaginons vouloir optimiser la fonction de coût de l'hypothèse vue précédemment. Donc, on va essayer de commencer par le plus simple, régression linéaire. Donc, j'ai ma fonction de régression linéaire et j'ai le coût de ma régression linéaire, ça on l'a déjà vu, donc c'est 1 sur 2m, la somme de l'hypothèse moins la valeur réelle à la puissance carrée. Donc, rappelons ici que la fonction hypothèse est une fonction polynomiale prenant le salaire. Donc, pour le même problème, donc on va essayer de régler ça pour le même problème qu'on vient de voir. Donc, on a une fonction polynomiale. Donc, notre régression linéaire, on l'a transformée en régression polynomiale. Donc, maintenant, on parle de régression polynomiale. Pourquoi? Parce qu'on utilise comme fonction hypothèse une fonction polynomiale et non pas linéaire. Et donc, on va créer donc, un graphe plus sophistiqué. Donc, imaginez qu'on a cette fonction et notre objectif, c'est d'essayer de garder donc, les caractéristiques qui contribuent le plus à
à notre fonction hypothèse et en essayant d'éliminer les caractéristiques qui sont en train de changer grandement notre fonction hypothèse de telle sorte qu'elle se calque exactement sur nos données d'apprentissage, mais elle est beaucoup trop compliquée pour des exemples de tests plus tard, pour faire de la prédiction. Donc, je rappelle ici donc, comment on a trouvé. Donc, j'imagine que j'ai donc un ensemble de 4 caractéristiques. Et on voit bien ici que j'ai donc θ1, θ2, θ3 et θ4. Donc, on est parti d'une seule caractéristique qui était le salaire jusqu'à 4 caractéristiques, mais toutes les quatre caractéristiques sont basées toujours sur le salaire, mais avec une puissance. Donc, x1, donc j'ai gardé ici le même x pour dire que c'est égal à x au carré. Donc ça, c'est notre x1. Ça, c'est notre x2 qui est égal à x au carré. Ça, c'est notre x3 qui est égal à x puissance 3. Et ça, c'est notre x4 qui est égal à x puissance 4. Donc, encore une fois, on est en train juste de traiter l'exemple pour essayer de comprendre le principe derrière la régularisation. Donc, j'ai 4 variables qui sont basées sur une seule variable qui est notre salaire et qui vont contribuer à créer notre fonction hypothèse. Donc, notre fonction hypothèse, hθ de x est égal à θ0 fois x0, donc x0, je sais que c'est égal à 1, plus θ1 fois x, plus θ2 fois x2, donc x2 est égal à x au carré, et ainsi de suite jusqu'à x4. Maintenant, si je rajoute à mon fonction coût, donc si je garde la fonction telle quelle, j'aurai donc dans ma fonction hypothèse un poids égal à tous mes θ, donc de θ0 jusqu'à θ4. Mais on va imaginer que j'ai envie de rajouter une pénalité à mes θ3 et θ4. Pourquoi? Parce que c'est à partir de θ3, θ4, donc si vous vous rappelez, si je reviens sur notre exemple, la fonction quadratique, c'est la fonction qui correspondait le mieux à nos données. Donc, notre objectif, c'est essayer de réduire le poids qu'a pris x puissance 3 et x puissance 4. Et pour réduire ce poids, donc je veux réduire les θ3 et θ4 pour que ça ne contribue pas trop à notre fonction hypothèse. Et si j'ai envie de réduire ces deux poids, je vais les pénaliser dans le coût. Donc le coût va être le coût original, mais auquel je rajoute une grande valeur multipliée par θ3 et une grande valeur multipliée par θ4. Donc ici, même si θ3 est petit, une petite valeur de θ3 va contribuer à un grand coût. Et notre objectif, vous le savez, c'est de réduire le coût. Donc, ce que va chercher l'algorithme d'optimisation, que ce soit la descente du gradient ou l'équation normale, ce qu'on va essayer de chercher, c'est de trouver les valeurs de θ0 jusqu'à θ4 qui nous donnent un coût minimal. Et là, je vois que le coût minimal global va essayer de réduire ces deux valeurs plus que les autres. On les a multipliées par un grand facteur. Donc, si on fait ça, en fait, ce qui va arriver, c'est que durant l'algorithme de minimisation du coût, donc on veut minimiser le coût et on sait qu'on a donné un grand poids, donc une grande pénalité à θ3 et θ4. Donc, durant l'apprentissage, les valeurs de θ3 et θ4 vont réduire plus que les valeurs de θ0, θ1 et θ2. Et en fait, on va se retrouver avec des petites valeurs de θ3, θ4 pour qu'elles ne contribuent pas trop à notre fonction de coût. Et si ces valeurs se rapprochent de 0, donc en fait, notre fonction hypothèse va se rapprocher de la fonction θ0 plus θ1 fois x plus θ2 fois x au carré. Ça va se rapprocher de 0. Donc, on n'aura pas exactement une fonction quadratique. C'est pour ça qu'on a quelques déformations ici. Mais on se rapprochera beaucoup plus d'une fonction quadratique que d'une fonction polynomiale. Et en fait, là, on le voit bien, on a eu une fonction qui correspond mieux à nos valeurs d'apprentissage, à nos données d'apprentissage. Donc, la fonction du coût, donc, qui a pénalisé θ3 et θ4, c'est celle-ci.
θ0, θ1, θ2 se change de valeur avec la dérivée, donc le plus normal du monde. Par contre, θ3 et θ4 sont en train de se réduire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus que θ0 jusqu'à θ2. Donc la minimisation de cette fonction résultera en des paramètres, donc θ0 qui se rapproche de 0 et θ3 pardon, qui se rapproche de 0 et θ4 qui se rapproche de 0. Et dans ce cas particulier, ceci revient à une hypothèse quadratique avec des petites contributions de θ0, θ4. Donc les petites contributions, encore une fois, on les voit ici, donc schématiquement, donc avec les petites dérivations par rapport à une fonction quadratique qui aurait une fonction un peu plus souple, un peu plus droite. Donc, en fait, c'est quoi l'idée de la régularisation? C'est de donner moins de poids à certains paramètres qui sont en train de causer une fonction hypothèse trop sophistiquée. Et comment on leur donne moins de poids? En les pénalisant, en les multipliant par une grande valeur. Donc l'objectif, c'est de réduire la différence entre la valeur prédite et la valeur réelle en gardant des petites valeurs de θ. Donc les θ qu'on va trouver, elles vont être assez petites pour essayer un petit peu de ne pas se calquer trop sur les données d'apprentissage. Donc la fonction du coup avec régularisation, donc si je rajoute ma régularisation, en fait je vais prendre mes paramètres et en fait le problème de la régularisation, donc ici c'est simple de dire c'est x3, x à la puissance 3 qui est mon x3 et x à la puissance 4 qui est mon x4 qui nous cause le problème. Mais dans le cas général, c'est très difficile de connaître quels sont les paramètres qui sont en train de causer les problèmes et qui sont en train de créer une fonction beaucoup trop sophistiquée. Donc, en fait, la régularisation, pour être un peu plus générale et pour ne pas chercher manuellement ces paramètres qui sont en train de causer le surapprentissage, on va traiter tous les paramètres d'une façon égale et on va multiplier tous nos paramètres par un facteur de régularisation qu'on appelle le lambda. Donc, je prends la somme de tous mes paramètres et je vais les multiplier par mon facteur lambda et tout ça, donc on va l'appeler, donc lambda on l'appelle le paramètre de régularisation et toute cette partie c'est le terme de régularisation. Alors en général on va éviter de régulariser θ0, donc vous pouvez le voir donc, en implémentant, donc on le verra plus tard pour l'implémentation de la régularisation. Vous allez avoir une différence lorsque vous régularisez tous vos θ, y compris θ0, et lorsque vous régularisez tous vos θ sauf θ0. Donc par convention, et ce qu'on utilise le plus dans l'apprentissage automatique, c'est d'éviter la régularisation de θ0. Donc, on va essayer de prendre tous nos θ, tous les paramètres de notre modèle, on va les sommer et les multiplier par notre facteur ou notre paramètre de régularisation. Mais en évitant donc θ0. Donc, encore une fois, ça c'est une convention qu'on utilise généralement en apprentissage automatique. Alors, si vous remarquez bien, si je fais ça, donc si je rajoute un paramètre de régularisation, et si ce paramètre de régularisation est très grand, et donc on évite un petit peu de le faire sur θ0, donc on a dit par convention, on ne va pas le faire sur θ0, on ne va pas régulariser θ0, θ0 restera de ce côté gauche de notre équation de coût. Donc, si j'ai un lambda très grand, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que j'aurai des petites valeurs de θ1 jusqu'à θn. Pourquoi? Parce que je suis en train de pénaliser de θ1 jusqu'à θn. Et si je les pénalise, donc une petite valeur de θ1, θ2 jusqu'à θn va causer une grande valeur dans notre coût. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des petites valeurs de θ1 jusqu'à θn. Donc, si on fait ça, θ1 jusqu'à θn,
Donc, dans notre exemple précédent, on a 4 valeurs. Donc, de θ1 jusqu'à θ4, tous ces paramètres vont se rapprocher de 0. Si tous ces paramètres se rapprochent de 0, et je sais que ma fonction hypothèse, c'est θ0 plus le reste des paramètres, donc θ fois x, donc grand θ fois x tel que grand θ commence de θ1 jusqu'à θ4 dans ce cas, ou θ1 jusqu'à θn. Donc en fait, on va se retrouver avec la fonction hypothèse hθ est égale à seulement θ0. Donc j'imagine que la valeur de θ0 est là. Donc on va se retrouver avec une ligne horizontale. Ce ne sera même pas une fonction du salaire. Donc c'est une valeur fixe. Donc une ligne fixe qui est une ligne horizontale. Et on voit ici qu'on va tomber sur un sous-apprentissage. Donc, ce qu'on comptait pour éviter le surapprentissage, si on a une trop grande valeur de notre terme de régularisation, notre lambda, donc on tombera sur un sous-apprentissage car on aura construit seulement une ligne, donc l'hypothèse va être égale seulement à θ0. Voilà, donc le choix de lambda quand même assez important. On va essayer de trouver un lambda qui soit assez grand, mais pas trop grand, pour ne pas tomber justement sur le problème de sous-apprentissage. Donc, il faut avoir un certain compromis entre surapprentissage et sous-apprentissage. Alors, je veux m'assurer qu'il n'y a pas de questions jusqu'ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on va passer aux algorithmes d'optimisation, notamment la descente du gradient et l'équation normale? Pas de questions, ça va? Ça va. Très bien, très bien. Donc, on continue avec la descente du gradient et on essaiera de lui intégrer donc, le facteur de régularisation. Donc, on se rappelle que ce qu'on veut faire avec la descente du gradient, donc avant de parler de la régularisation, c'était de mettre à jour nos θj simultanément pour chaque j jusqu'à convergence. Et on avait parlé quand est-ce qu'on arrête notre algorithme, quand est-ce qu'il y a convergence. Et vous vous rappelez que la dérivée du coût, donc on essaie de calculer la dérivée du coût pour chaque paramètre θj et le soustraire à θj avec bien sûr un taux d'apprentissage. Si vous vous rappelez, on avait aussi dit que ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir un taux d'apprentissage variable, car plus on se rapproche du minimum local, plus la dérivée va être petite. Par contre, donc, le paramètre, le taux d'apprentissage, doit avoir une valeur adéquate dès le début, ni trop grand, ni trop petit. La dérivée de j par rapport à θj, on en avait aussi parlé, donc on l'avait même trouvé, et pas mal d'étudiants ont envoyé donc, la démonstration, donc comment on trouve ça, et je vous remercie pour cette réflexion. Donc, la dérivée du coût par rapport à θj, donc c'est 1 sur m, hθ de x, donc notre hypothèse, moins y multiplié par xj. Alors, la première chose qu'on veut faire, vous vous rappelez qu'on essaiera d'éviter de régulariser θ0. Donc, on essaiera d'écrire notre régression linéaire en séparant la mise à jour de θj, tous les θj différents de 0, et θ0. Donc, on va séparer. θ0 va être égal à θ0 moins la dérivée du coût par rapport à θ0. Bien sûr, donc ça, c'est égal à 1. Donc, ça, on peut l'enlever. Et donc, θj, pour tout le reste, pour tous les j qui sont différents de 0, on va essayer de calculer la dérivée et la soustraire à notre θj en question. Donc ça, avant la régularisation. Donc ça, c'est juste l'algorithme de la descente du gradient pour la régression linéaire.
Maintenant, si je rajoute le terme de régularisation, je vais tomber sur cette dérivée. Donc ça, c'est ma dérivée du coup par rapport à θj. θj différent de 0, donc donc θj ou j est différent de 0, donc tous nos θj sauf θ 0 jusqu'à convergence, donc ça c'est notre dérivée du coup, et ça équivaut exactement à ceci. Donc on a juste sorti θj comme paramètre, et ensuite donc 1 moins alpha fois lambda sur 1. Donc cette valeur et θj en facteur. Donc c'est ce que je devrais utiliser pour calculer la dérivée du coup par rapport à θj différent de 0. Alors, encore un exercice pour ceux qui s'intéressent vraiment aux notions mathématiques et à ce module. Donc, vous pouvez trouver, bon, ça c'est pas très compliqué, vous pouvez donc, à partir de là, donc trouver la dérivée du coup, donc à partir du coup qu'on avait vu. Donc, à partir du coup qu'on a là, dérivée de j par rapport à θj, où est-ce qu'on a mis notre coup? Voilà, donc à partir de cette équation, donc vous allez dériver votre coût par rapport à θj et vous devriez idéalement tomber donc sur cette dérivée. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous et bien sûr, comme d'habitude, vous envoyez votre réflexion. Alors, cette valeur va être en général inférieure à 1. Et pourquoi finalement, donc, c'est pour ça que θj va avoir des petites valeurs. Est-ce que j'ai pas fait alors? Normalement, c'est ça. Donc, cette valeur que j'ai ici donc, va en général être inférieure à 0. Et c'est pour ça, donc, une des raisons, que θj va avoir des petites valeurs. Donc, si j'applique le même principe et si je prends le même cours, et on va essayer d'appliquer ça sur donc, notre algorithme d'équation normale. Donc, je rappelle encore une fois, donc on a vu jusqu'à présent deux méthodes pour trouver les meilleurs paramètres θ. La première méthode, c'est une boucle itérative où on ne connaît pas la fonction du coût, donc on essaie de la calculer à chaque point. Et une deuxième méthode, c'est de résoudre mathématiquement la fonction du coût. Donc, je mets la dérivée du coût égale à 0 et je vais donc dérivée du coût égale à 0 et on essaie de trouver les θ0 pour lesquels la dérivée du coût était égale à 0. Et donc, on tombera sur les valeurs minimales de J, donc les valeurs de θ qui nous donnent le minimum du coût. Donc, pour les meilleurs θ, donc si vous faites donc, la dérivée du coût égale à 0, donc normalement, vous allez tomber sur un θ qui est égal à x transpose x plus lambda fois ce genre de matrice. Et cette matrice, en fait, c'est une matrice qui est égale à 0 partout, sauf sur la diagonale, mais où on évitera donc le premier élément de notre matrice. Donc, toute cette diagonale est égale à 1, et pour tout le reste, c'est un genre de matrice creuse où vous avez des zéros partout. Puissance moins 1, donc l'inverse de cette matrice, et donc ici, donc, vos zéros ici, donc, ils sont obligatoires pour la taille qu'on aura du côté gauche. Matrice inverse,
multiplié par x transpose, donc x transposé, multiplié par donc le y, donc notre y qui est là, et notre x dont on avait parlé, et on l'avait vu en implémentation. Donc c'est nos x, c'est pour chaque exemple. Donc je prends chaque exemple, je mets ça transposé et je construis la matrice grand X. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à trouver. Et pareil, donc, pour ceux qui acceptent vraiment le challenge, donc, essayez Madame, essayez de faire ça. Oui, pourquoi on n'a pas pris le x0 et le y0? euh, x0, y0. L'exemple 0. On va voir. Le vecteur transposé, donc en fait, c'est notre vecteur qui est la caractéristique qui représente euh, l'objet I, ou I allant de 1 jusqu'à n. L'exemple I. Voilà, donc on essaiera donc pour l'équation normale de minimiser le coût. Et comment on minimise le coût? Donc on calcule la dérivée du coût, on met la dérivée égale à 0 et on va essayer de chercher quels sont les θ pour lesquels la dérivée du coût est égale à 0. Donc, pour le travail précédent, donc vous avez déjà calculé, pour ceux qui ont envoyé le travail et qui ont bien trouvé la solution, donc vous avez déjà calculé la dérivée du coût. Donc maintenant, vous allez chercher la dérivée du coût, la nouvelle dérivée du coût, sachant que le coût, on lui a rajouté maintenant le terme de régularisation. Et vous tomberez donc sur cette équation. Donc, pour la régression logistique, en fait, ce n'est pas bien compliqué, c'est exactement la régularisation linéaire et la descente du gradient va être exactement la même chose, sauf que maintenant, on a juste changé la fonction hypothèse. Donc, vous vous rappelez que pour la descente du gradient, donc en fait, la fonction du coût a changé. Et alors, j'avais juste, donc je vais mettre la nouvelle version du PowerPoint de la semaine passée. Donc, j'ai juste oublié donc, un mois ici. Hein. Donc, et sur un seul slide. Je ne me rappelle pas quel slide, mais je vais donc, au moment où je mettrai ça sur le Drive, je vais aussi mettre à jour le PowerPoint de la semaine passée. Donc ici, c'est moins. Hein. C'est moins parce qu'on avait vu que c'était moins Y fois log. Voilà, donc c'est plus... non. Donc pour la descente du gradient avec la régularisation pour la régression logistique, donc la même chose, on va essayer de séparer θ0 du reste, J allant de 1 jusqu'à N. Et donc, on répète ça. Donc, on répète la mise à jour de nos θ jusqu'à convergence. Et donc, on rajoute donc le terme de régularisation à la dérivée du coût. Donc, ça, c'est notre dérivée du coût.
Et ça, c'est égal exactement à θj fois A moins alpha lambda sur M. Donc, pareil que la régression linéaire, moins alpha. Et vous avez remarqué aussi, donc on l'avait aussi vu dans le cours précédent, la descente du gradient et la dérivée, du coup, c'est exactement la même pour la régression logistique et pour la régression linéaire. Sauf que pour la régression logistique, la fonction hypothèse elle-même est différente. Donc, on a juste appliqué une fonction de régression à la fonction hypothèse. Donc, ce n'est plus une fonction linéaire, mais c'est une fonction logistique. Et donc, pour la dérivée du coût, donc ça va être exactement la même chose. Et pareil, donc on a la valeur. Donc, ce terme qu'on a ici va être un terme inférieur à 1. Donc, il va un petit peu pousser θj à avoir toujours de petites valeurs. Donc, on est toujours en train de pénaliser les θj et tous les θj sauf θ0. Et lorsque je garde θ0, donc, je vais tomber sur, à chaque fois, je vais essayer en fait, de simplifier notre fonction hypothèse. Ça se simplifie de plus en plus jusqu'à avoir une ligne horizontale. Donc, le cas le pire cas où on a donc des valeurs de θj qui sont très très proches de 0 et on tombera sur une ligne qui se rapprochera de l'horizontale parce que hθ de x va être égal seulement à θ0. Et θ0 fois x0 qui est égal à 1, donc ça revient à dire hθ est égal à θ0. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais. Je ne pensais pas qu'on allait faire aussi rapidement, sinon j'aurais rajouté une introduction au réseau de neurones. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions, c'est clair? Clair pour moi. Pardon? C'est clair pour moi. Très bien, très bien. Pour tous les autres, s'il vous plaît, y a-t-il des questions? Très bien. Bon, je ne pensais pas qu'on allait faire ça aussi rapidement. Très bien. Donc pour la régularisation, donc, ce qui est important, ce que je veux beaucoup plus introduire dans ces cours et même dans l'implémentation, c'est pour ça qu'on fait toujours de l'implémentation à zéro, c'est de comprendre la théorie qu'il y a derrière et pourquoi on fait de la régularisation et mathématiquement pourquoi on le fait, enfin, régularisation et autres, tout ce qui est lié à l'apprentissage automatique. Et donc mieux maîtriser au lieu d'aller juste utiliser donc, des fonctions où on ne sait pas ce qu'elles font concrètement. Voilà. Je voudrais donc pour la semaine prochaine, il est très possible que j'ai une surveillance, sauf si j'arrive à l'annuler. Donc notre séance présentielle va être remplacée par une séance distancielle, malheureusement. Alors, je serai disponible ce jeudi matin pour une séance distancielle. Mercredi aussi, mais mercredi on a notre TP, donc sauf si on fait ça avant ou après le TP. Sinon, la semaine prochaine, j'ai vu sur votre emploi du temps que c'est assez chargé, en plus c'est du présentiel. Donc pour les délégués, s'il vous plaît, je vous écrirai de toute manière un email. On essaiera de trouver un créneau si je n'arrive pas à annuler la surveillance. Madame, s'il vous plaît. Oui, Kenza. Le dimanche prochain, on aura des rattrapages. Donc, vous aurez aussi, vous, des rattrapages. Oui, justement, moi aussi, j'ai des séances de rattrapage.
Donc nos séances seront obligatoirement en ligne le dimanche. Ah, très bien. Ah, Et c'est sur votre disponibilité. Donc, parfait, très bien, très bien. Donc on essaiera de trouver. Bon, c'est sûr que ça sera pas en ligne parce que je serai à l'USPHB. Donc on essaiera de trouver un créneau pour récupérer la pour un séance. autre créneau, d'accord. Voilà. Et par rapport à mercredi aussi, ça sera en ligne? Alors pour mercredi, je ne sais pas encore. D'accord. Demandez à Rilas. Riles, vous savez pas? Bon, on essaiera de se mettre d'accord pour voir si on aura en ligne ou en distanciel. Madame, mais comme oui. mercredi serait éventuellement notre seule journée en présentiel, est-ce que ce serait possible de faire les TP en ligne? Pardon, Kelsa, j'ai pas compris. Comme éventuellement mercredi serait notre seule journée présentielle, est-ce que ce serait possible de faire les TP en ligne également? Il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a aucun problème. Vous voulez que ça soit présentiel, vous voulez que ça soit en ligne. Y a pas de, donc, on essaiera juste de prévoir ça bien à l'avance. Madame, donc on fera éventuellement un sondage ou quelque chose et Arilas vous donnera la réponse définitive. Très bien. Très bien. Mais voilà, un sondage et puis voir aussi par rapport aux autres enseignants. Parce que vous avez, je pense, tous les TP le mercredi. Oui, on verra avec les autres, un sondage entre nous et avec les autres enseignants et on fera. Très bien, très bien. Et revenez vers moi, s'il vous plaît. Donc voilà, donc on prévoira probablement donc nos séances de la semaine prochaine, toutes nos séances de la semaine prochaine à distanciel. Parfait. J'attends encore quelques minutes, toutes questions éventuelles par rapport au cours d'aujourd'hui, par rapport à d'anciens cours. Si vous avez toutes questions, je suis là. Moi, je dois. مدام Oui, في تي بي 3 مدام oui. قلت لنا ارسموا لا كورب تاع لوكو بارابور تيتا 0 وتيتا 1 Oui. يمين احنا عندنا 3 تيتا Par rapport à 2, parce qu'on peut pas dessiner par rapport à 3. Je pense que c'est plutôt θ1, θ2, mais θ0, θ1. داكور C'est pas possible. Vous aurez un graphe 3D pour θ1, θ2. داكور pour la descente de gradient مدام كي جربت البارح لقيت بلي راهو لازم الالفا يكون تري بتي مدام دي سا بويسونس موان 6 باش يكونفيرجي او ميم طون لي نومبر ديتيراسيون درتهم 20000 Oui. Donc, vous adaptez les itérations. Vous adaptez learning rate et les itérations. On n'a pas beaucoup de temps, sinon j'aurais rajouté une petite partie pour. pour Donc, on essaiera de faire ça plus tard. Donc, comment trouver automatiquement le taux d'apprentissage. Mais pour le moment, empiriquement. Donc, essayez de choisir empiriquement le nombre d'itérations et le alpha. Mais on le fera, Inch'Allah, durant le semestre, comment trouver automatiquement le taux d'apprentissage. Merci madame. De rien. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est essayer, donc pour ceux qui ont terminé le TP, pour ceux qui ont bien avancé, essayez d'imaginer donc ce qu'on a vu aujourd'hui, donc une régression polynomiale. Donc au lieu d'avoir une régression linéaire, donc essayez une régression polynomiale, essayez d'élever vos caractéristiques, une caractéristique, donc notamment la régression linéaire, le premier TP qu'on a fait. Donc essayez de voir ce que ça peut vous donner
si vous utilisez une régression polynomiale ou une régression quadratique, donc élever votre caractéristique à une puissance 2, voir ce que ça peut changer, élever à la puissance 3, à la puissance 4, et voir. Donc, beaucoup plus pour vous, pour voir ce que ça cause et ce que ça peut, est-ce que ça pourra donc améliorer votre fonction hypothèse, ou bien non, vous allez justement tomber sur un surapprentissage. Donc, le surapprentissage et la régularisation, c'est très intéressant à voir. Bon, on le fera durant le TP, le prochain TP, mais si vous voulez, donc dès maintenant, essayez de réfléchir à ça pour le TP numéro 1, numéro 2, pardon. Voilà, normalement, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui. J'attends encore d'autres questions s'il y en a. Pour le problème de l'overflow, effectivement, donc il y a plusieurs étudiants qui sont tombés sur le problème de dépassement de capacité. À mon avis, c'est lié donc, aux librairies peut-être, parce que sur MATLAB, on ne tombe pas sur ce problème. Donc sur la taille réservée à un mot mémoire et donc, lorsqu'on définit un nombre d'itérations qui est assez grand, donc on a des valeurs très grandes qui sont stockées en mémoire. C'est pour ça que vous allez tomber, et c'est pour ça que lorsque vous avez appliqué la normalisation ou la standardisation, vous avez évité, enfin j'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre vous, vu que j'ai eu des échos de la part de plusieurs étudiants, et j'avais même testé ça avec les étudiants. Donc lorsque vous appliquez une régularisation, ce que ça va affecter, c'est que vous aurez des petites valeurs de vos paramètres et des petites valeurs. La normalisation et la standardisation, donc des petites valeurs, et ce qui, donc, ça impliquera que vous aurez des petites valeurs stockées, surtout lorsque vous faites votre vectorisation. Donc, lorsque vous implémentez avec vectorisation. Donc, c'est pour ça que la normalisation et la standardisation ont évité le overflow. Donc, c'est beaucoup plus donc, lié au logiciel lui-même, mathématiques derrière. Pas d'autres questions? Donc ça, je dois revoir. Donc, j'attends encore un petit peu vos questions. Sinon, je vous remercie et on se voit mercredi, Inch'Allah, pour notre TP. Merci. Merci à vous. Merci.